Merci, bienvenue à tous pour cette table ronde organisée par le magazine ERIA sur le thème de la réutilisation de l'eau dans l'industrie agroalimentaire. Donc, si le sujet de la gestion de l'eau n'est pas une nouveauté pour les industriels de l'agroalimentaire, avec la mise en place depuis quelques années de nombreux plans de réduction et d'optimisation de la consommation, la notion de réutilisation s'impose désormais comme un moyen efficace de répondre aux tensions de plus en plus croissantes sur la ressource hydrique. Dans ce domaine, les sécheresses majeures de 2022 et 2023 ont accéléré les choses en mettant en évidence la vulnérabilité de nos industries face au réchauffement climatique. Et même si la situation en 2025 n'est plus la même, avec évidemment des inondations qu'on a connues en début d'année, nous savons en fait que nos usines vont devoir fonctionner avec un niveau d'incertitude élevé sur la disponibilité de la ressource. Afin d'anticiper ces aléas, le gouvernement a lancé en mars 2023 un plan eau ambitieux visant, entre autres, à passer de 1% de réutilisation des eaux usées aujourd'hui à 10% d'ici 2030. Cette dynamique s'est concrétisée en 2024 avec la parution d'un décret autorisant la réutilisation des eaux usées traitées, et il a été suivi par un arrêté d'application qui en précise les modalités. Donc aujourd'hui, ce nouveau cadre réglementaire ouvre des perspectives nouvelles pour les industriels, mais pose également des défis techniques, sanitaires et économiques. Aujourd'hui, nous allons explorer, avec cette table ronde, les opportunités et les défis liés à cette transition, comment concilier exigences réglementaires et faisabilité industrielle, quels sont les freins techniques et économiques, et surtout, quels sont les retours d'expérience concrets d'industriels ayant déjà engagé des démarches de réutilisation de l'eau. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir donc d'accueillir sur cette table ronde un panel d'experts. Donc nous avons tout d'abord Clotilde Argentré, qui est chef de projet à l'ABEA, et qui nous apportera un éclairage sur le cadre réglementaire et ses implications pour l'industrie agroalimentaire. À ses côtés, nous avons monsieur Pierre Bertrand, qui est responsable énergie et STEP chez Isigny Sainte-Mère, qui témoignera de l'application concrète de la réutilisation de l'eau dans son entreprise. Ensuite, nous avons monsieur Ludovic Lanouguer, chef du projet européen Live Zeus chez Sirop-Monin, qui partagera également les innovations mises en place pour atteindre le zéro rejet industriel. Et à ses côtés, nous avons M. François Chêne, qui est directeur de projet chez Chemdoc Waters Technologies et qui a participé également au projet Live Zeus et qui nous parlera des solutions technologiques permettant d'optimiser la réutilisation des eaux dans les industries agroalimentaires. Donc cette table ronde a pour objectif de vous fournir des clés de compréhension et des pistes d'action concrètes. À travers ces échanges, nous espérons vous inspirer et vous accompagner dans vos démarches d'optimisation de l'usage de l'eau. Donc je vais commencer ces échanges en me tournant vers Clotilde. Donc Clotilde, vous avez longuement travaillé sur le sujet de l'eau et au sein de l'ABEA. Et les choses se sont beaucoup accélérées ces derniers mois en matière de réutilisation de l'eau. Voilà. Déjà, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dire de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on évoque la réutilisation de l'eau ? Bonjour, merci déjà de votre invitation. Bonjour à tous. Donc effectivement, les textes qui ont été publiés en 2024 parlent de réutilisation de l'eau et donc recouvrent notamment 3 types de réutilisation de l'eau. Alors je ne sais pas si on peut mettre le schéma pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais donc on a une première catégorie d'eau qui sont encadrées par les textes, c'est les eaux issues des matières premières. Donc par exemple, Isigny en parlera tout à l'heure, quand on sèche du lait, on récupère de l'eau du lait. Et donc c'est aussi vrai dans d'autres process, la betterave ou d'autres produits. Et donc on a ces eaux en haut à gauche là qui sont les eaux issues de la matière première. Ensuite on a ce qu'on appelle les eaux de processus recyclés. C'est ce qui est en vert en bas à gauche, qui sont tous les recyclages, les petites boucles de recyclage qu'on peut faire au sein d'une usine. Par exemple, des eaux de lavage de légumes, l'eau d'un dernier rinçage qui va être réutilisée pour le pré-lavage du lot de légumes suivants qui arrive. Et puis enfin, en jaune, on a les eaux usées traitées, donc la réutilisation des eaux usées traitées.
Et donc ce sont ces 3 types de recyclage qui sont encadrés par les textes de 2024. Donc bien sûr, une partie de ces réutilisations d'eau pouvait déjà se faire, notamment les eaux issues des matières premières, on pouvait en réutiliser une partie pour certains types d'usages. Tous les recyclages dans les process sont également des pratiques existantes depuis de nombreuses années. Et pour ce qui concerne le recyclage des eaux de steppe, on avait aussi tout un nombre d'usages périphériques à l'usine alimentaire qui étaient autorisés, comme par exemple les tours de refroidissement ou d'autres types d'usages techniques. Mais donc effectivement, voilà, c'est bien ces trois types de boucles de recyclage, on va dire, qui sont encadrés par les textes publiés l'année dernière. Et donc, quelles sont les avancées majeures que le texte 2024, le décret 2024 a apporté ? Alors, les textes ouvrent quand même de grandes possibilités. Donc, pour tout ce qui est eau issue de la matière première, ça ouvre la possibilité à les utiliser largement, y compris notamment jusqu'au rinçage final dans l'usine, y compris aussi potentiellement pour un usage comme eau ingrédient. Et puis pour tout ce qui est eau usée traitée, ça ouvre la voie à pouvoir les utiliser au sein du périmètre de l'usine agroalimentaire. Donc c'est-à-dire pour des usages qui peuvent être soit sans contact, soit avec un contact direct ou indirect avec le produit alimentaire, mais donc concrètement pour des opérations de nettoyage notamment qui sont le plus gros volume, 43% environ des usages de l'eau dans une entreprise agroalimentaire, c'est pour les usages de nettoyage, et donc voilà, ça ouvre la voie à pouvoir recycler l'eau pour ces usages de nettoyage, là où ce n'était pas possible avant. Et là, avec entre le décret et l'arrêté, le dispositif réglementaire est complet ou il y a encore des avancées possibles ? Alors, le dispositif réglementaire est quasiment à son terme, mais on attend quand même une instruction technique, qui est un document de l'administration centrale à destination des services instructeurs qui, donc, demain, vont instruire les dossiers des entreprises. Et donc, qui va venir, du coup, préciser certaines modalités de l'arrêté qui sont pas suffisamment claires. Et donc, à date, on n'a pas encore connaissance de cette instruction technique. Et là, la BEA, est-ce que vous avez identifié justement des freins ? Est-ce que vous avez eu justement des remontées de terrain qui vous indiquent qu'il y a des freins assez fréquents rencontrés pour appliquer ? Alors c'est vrai que ces textes sont déjà une grande avancée quand même, il faut le dire. Après, bien sûr, il y a quand même un certain nombre de freins. Alors déjà, c'est les entreprises qui sont là autour de la table pour en témoigner, ces investissements extrêmement lourds en termes de CAPEX. Et donc, toutes les entreprises ne pourront pas faire ces investissements. En plus, là, c'est vrai qu'on est dans une situation où on a aussi le prix de l'eau qui évolue assez fortement. On a une évolution des redevances de l'agence de l'eau pour les industriels qui est globalement en forte hausse. Et donc, les budgets d'investissement nécessaires sont assez forts. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, on a aussi des freins techniques, mais qui, du coup, sont en train de se discuter dans le cadre de la rédaction de l'instruction technique, notamment sur des notions d'attestation de conformité sanitaire pour un certain nombre d'équipements. Et puis, en fait, toutes les pratiques de recyclage dans les process qui existaient déjà dans les entreprises, en fait, sur ces pratiques-là, les textes viennent plutôt mettre une contrainte. En fait, l'ouverture sur un usage beaucoup plus large des eaux issues de la matière première et un usage des eaux usées traitées dans le champ de la transformation alimentaire. En contrepartie, entre guillemets, on va devoir déclarer toutes les pratiques d'usage d'eau dans les process et ces eaux-là vont devoir se conformer à un certain niveau de qualité. Et donc ça, notamment pour les PME, la déclaration administrative de toutes ces pratiques-là, il faut quand même avoir conscience que c'est quelque chose de lourd. Et donc voilà, ça c'est également un frein qu'on peut noter. Et aussi peut-être de dire que les abattoirs bovins sont exclus du dispositif.
Donc ça, c'est aussi un sujet. Quand on regarde chez nos voisins en Belgique, par exemple, on a du recyclage de l'eau dans des abattoirs bovins. La viande est commercialisée sur les étals de nos supermarchés en France. Voilà. Donc on peut aussi se poser la question du principe de précaution qui, à un moment donné, peut-être voilà, à mettre en balance aussi avec la raréfaction de la ressource. Oui, justement, on dit que la Belgique est particulièrement en avance par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales différences en fait entre ce qu'applique la Belgique et que la France n'applique pas? En Belgique, en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on a ces pratiques, alors notamment sur la partie recyclage des eaux usées traitées, qu'on n'avait pas du tout en France. En Belgique, même dans certains endroits, c'est une obligation de le faire. Donc on n'est pas du tout dans le même paradigme. Ce qui est très intéressant dans leur système, c'est qu'il y a une vraie responsabilisation de l'exploitant. En fait, voilà, c'est à l'exploitant de pouvoir montrer qu'il a mis en place un plan de maîtrise des risques. Voilà, il est responsable de ce qu'il fait et donc il peut réutiliser ses eaux usées traitées. Par exemple, nous on avait emmené un groupe d'industriels fin 2022 en Belgique visiter des usines qui faisaient du recyclage de l'eau et on avait assez fréquemment un certain pourcentage, donc souvent entre 50 et 100%. Enfin, 50 et 70%, pardon, d'eau usée traitée qui était mélangée avec un appoint de 30%, par exemple, si on a 70% d'eau usée traitée, mélangée avec 30% d'eau de forage ou d'eau de réseau, et remis en tête d'usine. Et voilà. Donc, l'eau usée traitée était, pour le coup, dans ce cas-là, par exemple, rendue potable. Ce qui n'est pas enfin là voilà, dans la réglementation nouvelle en France, ça nous laisse aussi la possibilité de ne pas forcément aller sur de l'eau potable selon les usages qu'on souhaite, plutôt avoir l'eau de la qualité adaptée à l'usage qu'on souhaite faire. D'accord, très bien. Merci Clotilde. Très bien. Je me tourne vers vous, monsieur Bertrand. Donc, Isigny-Sainte-Mère, vous avez quand même une forte culture justement d'optimisation en fait de la ressource. Justement, comment vous avez abordé cette question de l'eau en fait, au sein d'Isigny? Alors, je vais me permettre de passer les slides. Ça va m'aider à continuer le fil. Donc, Pierre Bertrand, du coup, responsable énergie, performance énergétique et station d'épuration sur le site d'Isigny-Sainte-Mère. Pour ceux qui ne connaissent pas la coopérative, on a du coup sur notre site 9 tours de séchage, un process fromage, un process beurre et du coup tout un parti process réception de lait. On est quand même une grande usine, hein, on compte à peu près 1200 salariés. Et on consommait en 2022 environ 1 250 000 mètres cubes d'eau sur notre site. Donc ça reste quand même une consommation assez conséquente. Donc on a développé entre guillemets nos projets en 3 leviers. Donc un levier qui est plus sobriété. Donc ça a été vraiment notre premier axe. C'est déjà, avant de vouloir faire du reuse entre guillemets, comment est-ce que je peux réduire déjà la consommation de l'eau qu'on consomme pas. On n'a pas besoin entre guillemets de la réutiliser. Mais je vais quand même venir sur le sujet de la réutilisation, hein, vous inquiétez pas. Un sujet efficacité, donc on est un grand site, on est découpé entre guillemets en 9 secteurs. Donc on a mis en place environ entre 130 et 150 compteurs d'eau aux différents endroits. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on a du coup une communication hebdomadaire qui est faite au niveau des différentes unités pour pouvoir leur apporter un peu la consommation propre à l'unité. Et on a pu faire des ratios aussi par unité pour essayer de les challenger et créer entre guillemets un petit challenge entreprise pour essayer de réduire au maximum les consommations et donner des objectifs par secteur. Et je vais venir sur la partie reuse juste après. Les différents projets de réduction qu'on a menés sur notre site. On a du coup de l'eau de forage. Nous, on a 4 forages autour de notre site. On a aussi des installations assez vieillissantes. Donc on fore l'eau. On avait pas mal de projets de réfection de canalisation. Et aussi de travail sur notre traitement d'eau. Donc traiter de l'eau, ça consomme de l'eau. Il faut savoir que vu qu'on a de la poudre infantile, on a forcément de l'eau osmosée sur notre site. Je ne vais pas vous apprendre du coup qu'un osmoseur, aujourd'hui on a de la perte d'eau sur un osmoseur, donc on a pas mal travaillé sur cette partie-là. Aussi de mettre la bonne eau au bon endroit. Donc on fait aussi bien de la poudre infantile qu'on va dire du process fromage d'un côté, on n'a pas le même besoin de qualité d'eau. Donc on a aussi séparé nos réseaux d'eau pour mettre vraiment la bonne eau au bon endroit et consommer le juste besoin. Une partie sur l'optimisation et le maintien de la performance que je vais vous montrer juste après.
et beaucoup aussi de sujets qu'on ne regardait pas forcément dans le passé sur la partie optimisation des consommations d'eau, sur par exemple les arrosages de pompes. Sur un site comme le nôtre, on a des centaines et des centaines de pompes. Imaginons qu'on passe de 2 mètres cubes par pompe à 1 mètre cube. Rien que ça, déjà, ça fait beaucoup d'économies. Donc on va dire qu'on a eu beaucoup de projets de mise sous contrôle de notre process. Et on a pas mal aussi travaillé sur nos systèmes de nettoyage, donc remplacement de stations de NEP. On a on va dire entre 15 et 20 NEP sur notre site. Donc on a remplacé aussi des NEP qui étaient assez vieillissantes, où on n'avait pas forcément de récupération d'eau. Donc si je parle de ça, c'est vraiment pour dire qu'avant de faire de la reuse, il y a déjà aussi le travail d'optimisation sur le terrain. Parce que je répète, l'eau qu'on ne consomme pas, c'est de l'eau qu'on n'a pas besoin de réutiliser. Il faut savoir qu'en 2024, on a fait jusqu'à environ moins 17% de consommation d'eau sur notre site, ce qui représente environ 200 000 m3 d'économie en 2 ans. Ça, c'est juste un petit exemple du coup de la communication qu'on peut faire sur notre site. Donc, je résume un petit peu à droite ce qu'on peut faire. Donc, toutes les semaines, on communique à chacun des secteurs, donc en 7 sous-communications, plus une com télé générale usine, toute la consommation par secteur. Et on a aussi un point avec chaque responsable d'atelier pour essayer de les challenger avec plein de micro-projets qu'on peut faire autour de ces secteurs. Donc, on a une personne qui est dédiée à la partie performance énergétique. Alors, la difficulté toujours, c'est quand je parle de performance énergétique, on est aussi bien sur les économies d'eau que sur la partie décarbonation. Donc, il faut toujours trouver le juste milieu. Comme l'a dit Clotilde tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, les économies d'eau, aujourd'hui, on les fait pas entre guillemets, pour gagner de l'argent. L'eau, c'est pas encore un élément qui est assez, entre guillemets, assez cher. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, c'est bien aussi pour ça que parfois on fait des projets. Aujourd'hui, on le fait vraiment. On a connu un événement en 2022 avec une sécheresse sur toute la France. Même en Normandie, même en Bretagne, on a eu la sécheresse. D'ailleurs, est-ce que ça vous a impacté justement cette sécheresse Ah oui, on a eu pas mal de réunions avec l'Adréal, avec l'Agence de l'eau, avec des restrictions qu'on a dû faire sur notre site en 2022, pendant l'été 2022, avec des demandes de restrictions. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent que c'est pas si facile que ça d'un seul coup de réduire notre consommation de 20%. Forcément, il y a des clients derrière. Le lait, on peut pas ne plus aller le collecter. Enfin, les vaches, elles ne s'arrêtent pas de produire. Donc, arrêter la consommation d'eau, c'est aussi toute une filière derrière qui en pâtisse. Donc, on a été impacté en 2022. C'est pour ça aussi qu'on a mis des choses en place. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ces économies d'eau et ces 200 000 m3 qu'on a pu faire en moins. Donc voilà, ça passe aussi avec donc il y a la partie performance de nos installations, avec la réduction de consommation. En parler tous les jours sur le terrain, avec des communications. Les gens sur le terrain, c'est ceux qui ont les meilleures idées. C'est pas forcément, entre guillemets, pas forcément nous, mais c'est des idées du terrain pour faire des économies. Et donc il y a toute cette partie-là sur la partie plus efficacité, compter et communiquer, avec toute la mise en place des compteurs qu'on a pu faire. Et ensuite, on vient sur le 3e volet, qui est plus sur la diversification de nos eaux. Donc on est une usine qui fabrique de la poudre, qui dit qu'on fabrique de la poudre, comme l'a dit Clotilde, on fabrique des eaux récupérées issues de cette poudre, donc on appelle des ECML, ou plus communément des eaux de vache, mais on préfère le terme ECML qui fait un peu plus propre quand même. Donc haute concentration de matière laitière. Donc on en évapore quand même une bonne partie. La réglementation jusqu'au 1er janvier 2024 nous permettait d'en utiliser une partie par exemple sur nos chaudières. On a 4 chaudières sur le site, donc on utilisait déjà des ECML sur ces chaudières. Depuis le décret, on a le droit de faire plus de choses. Donc on est passé par exemple de 36% à 50% de réutilisation de ces ECML. Et on a d'autres projets, typiquement par exemple sur le modèle de la Belgique qu'on a pu aller visiter, où cet ECML il la traite. Pareil, on y viendra, mais ce traitement a un coût. C'est vrai qu'aujourd'hui les projets d'investissement de réutilisation d'eau sur un équipement de traitement d'eau pour traiter de l'ECML et le remettre dans notre réseau, ça représente quand même des coûts importants. Maintenant qu'on a fait ces 17-20% de traitement d'eau, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait aussi un arbitrage entre la partie décarbonation des sites et la partie économie d'eau. Donc il faut réussir à trouver le bon curseur, parce qu'on est aussi bien challengé sur les économies que sur la partie décarbo. On a des enjeux des deux côtés. Et on voulait aller, nous, entre guillemets, côté Isigny, un peu sur le modèle qu'on peut trouver en Belgique, de toute notre CML qu'on a en trop, pouvoir l'injecter directement dans notre château d'eau, parce qu'on a la chance d'avoir un château d'eau sur le site, donc avec un traitement. On arrive aussi sur des contraintes un peu, aujourd'hui les difficultés qu'on peut trouver aussi, c'est un peu, on va dire, les contraintes qualité. On a quand même de la poudre infantile derrière. C'est que cette eau-là, faut quand même faire gaffe à la qualité d'eau qu'on trouve en face. Donc on va dire sur la partie reuse, on a 3 phases. On a d'abord aller au bout de la reuse sur la partie ECML, en trouvant le bon traitement qu'on peut mettre en face, au bon niveau d'investissement aussi qu'on peut faire. Et ensuite, on a commencé les études pour faire du reuse step, du reuse haute pluie. Mais c'est vrai qu'on veut y aller phase par phase.
Ça sert à rien, je pense que vous allez tous être d'accord, d'engager 3-4 projets d'un seul coup. Donc vraiment économie d'eau sur le terrain, la partie com et la partie reuse. Et déjà, nous, dans un premier temps, aller au bout de la reuse sur les ECML. Et au niveau justement du suivi de la qualité, en fait, je suppose que vous avez mis en place un suivi qualité de l'eau. En fait, comment vous avez organisé ça? Alors on a tout un plan de contrôle sur l'eau qui est assez poussé. On a des analyses quotidiennes qui sont faites sur l'eau. On a, on va dire entre guillemets, 4 types d'eau. On a de l'eau de forage brute qui nous sert principalement à dire sur des jets d'eau, des choses comme ça. On a de l'eau osmosée, on a de l'eau TH7 et on a de l'eau adoucie. En fonction des eaux, avec notre qualité, on a tout un protocole d'analyse. Et on a aussi toute notre chasse d'eau qui est suivie aussi par l'ARS parce que c'est de l'eau qui est à qualité potable. Donc il faut qu'on assure. Et je suppose, donc à chaque fois, vous avez installé des réseaux différents pour tous ces types d'eau? Oui, donc c'est aussi la difficulté. Donc il y avait déjà des choses existantes, bien sûr, mais qui dit chaque type d'eau dit que chaque séparation de réseau d'eau. Donc c'est aussi des investissements conséquents. On est sur une usine entre les deux unités qui fait presque 2 km, donc ça représente quand même des réseaux assez conséquents. Et c'est pour ça aussi sur l'idée des ECML, au lieu de se dire on va mettre un peu de CML sur cette NEP là, un peu de CML sur cette NEP là. C'est vrai que dans la logique du modèle qu'on avait pu voir en Belgique, ça fait faire qu'un seul traitement d'eau, tout remettre dans le château d'eau et on utilise les réseaux existants. Et ça évite de repasser des kilomètres et des kilomètres de réseau à droite à gauche. C'est pour ça qu'on veut rester sur un modèle entre guillemets centralisé. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Là, je me tourne vers Monsieur Lanouguer de Sierra Mona. Donc, du coup, vous êtes dans le projet européen Live Zeus. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement les grandes lignes de ce projet et comment vous souhaitez atteindre en fait l'objectif de 0 rejet? Bonjour à tous. Avant tout, quelques éléments de contexte, peut-être, si on peut avancer le diapositive, s'il vous plaît, encore un peu. Tiens, il en manque un bout. Ah oui, d'accord, c'est original. Voilà. Donc, Molin, c'est une entreprise un peu plus que centenaire. Le siège social, il est basé à Bourges et le projet se passe à Bourges. Donc, à Bourges, on avait une usine historique qui était en centre-ville et qui était un petit peu trop grosse par rapport aux réseaux qui sont plutôt adaptés pour des effluents domestiques. Et en parallèle de ça, on est situé dans une zone de répartition des eaux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un classement administratif qui veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau potable pour tous les usages. Donc, ça veut dire qu'on fait face à des restrictions d'eau. Alors, pas nous en tant qu'industriels, mais sur le territoire, à des restrictions d'eau quasiment tous les ans, excepté peut-être cette année 2024 qui vient de s'écouler, qui était particulièrement humide, mais qui finalement est une exception sur les 10 dernières années. Donc quand on a souhaité construire un nouveau site industriel dans une zone industrielle de Bourges, Monsieur Monin, dès 2014, a annoncé vouloir un site qui serait 0 rejet, sans trop vraiment savoir ce que ça pouvait impliquer à l'époque, ni comment on allait faire. Donc on a construit l'usine, on l'a démarré, on a stabilisé son fonctionnement et on s'est réellement attelé au problème en 2019. Et puis finalement, on a suivi la même démarche qu'Isigny et que plein d'autres qui travaillent sur les consommations d'eau. On a commencé par travailler sur la sobriété, en mettant en place tous les outils qui permettent de travailler, donc des cartographies de nos réseaux pour savoir où est-ce qu'on distribue l'eau, en quelle qualité, pour quel usage. Les compteurs, évidemment, alors on en a moins que 140. Déjà une quarantaine, c'est largement suffisant, donc bravo. Des tableaux de bord qui sont suivis quotidiennement et qui permettent de savoir où passe la moindre goutte d'eau, pour quoi faire, et qui permettent aussi d'identifier la moindre dérive dans ce qu'on met en place. Ensuite, on a travaillé sur nos usages principaux, la NEP, vous le disiez Clotilde, chez nous c'est 50% de la consommation d'eau du site, donc évidemment on se focalise là-dessus, mais in fine on a travaillé sur tous les usages possibles, sans trop à l'époque se poser de questions de rentabilité, en partant du principe que l'eau était une ressource suffisamment précieuse pour y mettre tous les investissements possibles. Alors on n'a pas dépensé sans compter, mais on n'a pas forcément cherché de ROI, donc tout y est passé, des boucles courtes pour les lubrifications de garniture, l'optimisation de nos programmes de NEP bien sûr, des réutilisations d'eau de refroidissement d'échangeurs pour faire du lavage. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a optimisé nos processus de traitement d'eau, la régénération des adoucisseurs, etc., etc. On a pu faire 40% d'économie d'eau en 3 ans. Bon, on est parti d'un site neuf qui forcément n'était pas efficient, mais voilà, on a pu baisser notre consommation d'eau en valeur absolue alors que les volumes augmentaient.
En parallèle de ça, donc on travaillait sur un site, donc le projet zéro rejet, et encadrant ce qu'on voulait être le zéro rejet, pour être zéro rejet liquide, je précise, on s'est dit on va être zéro rejet en traitant nos eaux usées industrielles en vue de les réutiliser dans le process. On verra un peu en détail pourquoi faire. Donc au fur et à mesure de ce projet, quand on a lancé ça, on s'est entouré de différents partenaires parce qu'on avait besoin de compétences et d'expertise. L'OIO sur la partie formation de procédés, sur tout ce qui était réglementation, puisque à l'époque il n'existait pas de réglementation. Il y avait une loi qui permettait de le faire, donc on a avancé sans trop de visibilité réglementaire. Puis l'INSA de Toulouse, puisqu'on a finalement choisi des technologies innovantes pour cet usage-là. Et puis Chemdoc, mon voisin de gauche, puisqu'à un moment donné, il nous fallait un intégrateur sur les solutions qu'on avait choisies. Donc tout ça, ça a formé finalement un partenariat complémentaire. Et en 2020, on a eu l'opportunité de répondre à l'appel à projet européen LIFE qu'on a remporté, ce qui a donné une toute autre dimension au projet, on va le voir. C'est-à-dire qu'on est sorti du simple projet, qui était déjà pas simple, mais simple projet d'un projet de reuse sur un site agroalimentaire à quelque chose d'un petit peu plus large et un peu plus large. On peut avancer peut-être ? Donc sur le site, alors on a un site beaucoup plus simple. Je dis souvent c'est un cas d'école, c'est un site neuf. On connaît bien nos réseaux, on connaît bien notre patrimoine, les réseaux de distribution, les réseaux de collecte, ils sont tout neufs. Les réseaux de collecte sont en inox. Enfin, je veux dire, voilà, on part d'une situation qui est quand même assez favorable. J'ai conscience que c'est sûrement pas facile à dupliquer sur des sites agroalimentaires qui ont 50, 60, même plus vieux que ça. Donc sur le site, on adoucit 100% de l'eau qu'on utilise en fabrication pour l'eau ingrédient et l'eau process que vous connaissez par cœur, hein, la NEP, les garnitures, etc. Donc ce qui nous amène à produire deux effluents distincts, les effluents qui sont issus de la régénération des adoucisseurs et les effluents qui sont issus de l'activité de production. Donc l'un un effluent salin, l'autre un effluent organique plutôt sucré. Et donc, dès le départ, on a choisi de séparer ces flux qui étaient très spécifiques l'un et l'autre, un salin, un organique, avec des débits très différents. Hein. Les effluents salins, c'est 2-3 mètres cubes par jour. Les effluents sucrés, c'est 150 mètres cubes par jour. Là aussi, c'est pas des millions, hein, bravo. Et on a mis en place deux prototypes designés spécifiquement pour traiter ces flux. Donc le Régécycle qui trie en quelque sorte les effluents des adoucisseurs et qui en ressort le sodium pour qu'il soit réutilisé à nouveau dans les adoucisseurs avec un rendement de 65%. Et puis Air Oasis qui vient donc filtrer les effluents de l'usine pour assez rapidement, dans une file d'eau assez courte, sortir une eau apte au contact alimentaire, facilement réutilisable dans l'usine et concentrer la partie pollution dans un volume plus petit qui, lui, peut être valorisé. Le choix qu'on a retenu, c'est en méthanisation agricole. Enfin, on pourrait très bien faire de la fermentation alcoolique ou même refaire du sirop de sucre. Économiquement, c'est pas très intéressant, mais techniquement, c'est possible. On peut avancer. Votre question, c'était ? J'ai oublié la question. Comment atteindre justement le zéro rejet, enfin, voilà. Atteindre le zéro rejet, voilà. Donc par la réutilisation de l'eau. Au départ, on avait pensé mettre des zones humides, des choses comme ça. Donc dans ce projet-là, finalement, on valorise l'eau. 100% des volumes seront valorisés, c'est-à-dire un peu plus de 80% des volumes directement sur le site en étant réutilisés pour la même chose que ce qui a produit de l'effluent, donc du lavage, de la lubrification de garniture, des pousses. Donc ce qui nous conduira, nous, le site, à faire 60% d'économie d'eau. Et le restant qui n'est pas valorisé directement sur site, il le sera en agriculture, puisque sorti du méthaniseur, c'est épandu dans les champs, donc l'eau, elle retournera au sol. Les sels, on fera 65% de recyclage du sodium dans le méthaniseur. Et les concentrés secrets, eux, sont valorisés à 100%, donc par la voie de production d'énergie renouvelable. On peut avancer, s'il vous plaît. Donc un petit focus sur la partie énergétique, puisqu'aujourd'hui il y a un questionnement de la profession autour de la consommation énergétique de ces installations ou de l'impact pour nous. Alors c'est sûr qu'on rajoute une installation de traitement sur un site agroalimentaire, donc si on regarde par le petit bout de la lorgnette, on se dit tiens, on rajoute des consommations électriques sur site, de la filtration membranaire, en plus ça consomme beaucoup, etc. C'est un petit peu ce qu'on a en tête. Alors si on fait un bilan global,
le mètre cube qu'on rejette aujourd'hui chez Monin, il coûte 24 kWh. C'est-à-dire que quand on prend un peu le coût complet, c'est-à-dire l'achat de l'eau, le pompage de l'eau, le fait qu'on la réchauffe dans l'usine, donc on la rejette tiède, on la rejette autour de 28 degrés, donc c'est pas 14 à la température à laquelle on l'a reçue du réseau. Et puis ensuite, il y a des consommations énergétiques pour son retraitement à la station d'épuration de Bourges. Donc ça conduit à 24 kWh de consommation d'énergie. Demain, quand on rejette nos eaux usées, quand on traitera les eaux usées avec le process Air-Oasis, on produira 10 kWh. C'est-à-dire que nous, on réutilisera, les volumes qu'on va réutiliser seront déjà tièdes, donc c'est d'autant moins de calories qu'on aura besoin de consommer. Et le concentrat qui, lui, sera valorisé, amènera une production d'énergie renouvelable par le méthaniseur agricole qui, lui, injecte du méthane dans les réseaux de distribution de gaz. Donc on voit qu'on a un bilan, in fine, très intéressant, et y compris à l'échelle du site, puisque la consommation énergétique de l'installation de traitement est compensée par le gain énergétique des calories qui sont contenues dans l'eau qui va être réutilisée. On le voit un petit peu mieux sur le graphe suivant, où on voit le bâton, donc moins 24 kWh de la solution avant Zeus. D'ailleurs, en bleu foncé, c'est le chauffage de l'eau potable. On voit qu'en fait, c'est les calories de l'eau qu'on rejette qui amènent énormément de consommation énergétique. Et après l'installation, alors il y a toujours un peu de perte de calories, mais on a un grand gain avec la production de biométhane, qui y avait déjà un petit peu avant. Aujourd'hui, on trie un petit peu, on valorise déjà un peu. Et demain, le bilan est largement favorable. On voit qu'on a un gap, une consommation énergétique liée au traitement. On consomme un petit peu plus, mais c'est largement compensé par tout ce qu'on gagne par ailleurs. C'est une dernière slide? Oui, normalement, oui. Attendez, hop. Ah oui, non, j'oublie quand même. Alors je disais le projet européen, donc on est dans une dimension un petit peu plus grande. Là, on a parlé de l'installation. Finalement, avec nos partenaires, ça nous permet à nous, en tant qu'industriels, de bénéficier de beaucoup plus de compétences pour aller beaucoup plus loin sur le monitoring de l'installation, c'est-à-dire comprendre ce qui impacte ses performances, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, performance énergétique ou performance en termes de qualité de l'eau produite, les impacts environnementaux et socio-économiques du projet. Alors je dis souvent, nous, on est la société Monin, on vend du sirop, on n'a pas forcément d'intérêt à aller plus loin, en tout cas dans ce qu'on est en train de faire sur le reuse à partir du moment où ça nous convient. Mais voilà, le projet de Zeus a une dimension un peu plus élevée. Et pour faciliter derrière la duplication avec des matrices d'aide à la décision sur lesquelles est en train de travailler l'INSA, un livre enrichi sur lequel travaille l'OIO, des essais industriels qui ont déjà été menés pour être capable de dire demain sur une même typicité d'effluent, est-ce qu'on peut déployer la solution ou pas, et puis toute une dimension communication, dissémination. C'est assez open source comme projet. Bon, on voit que c'est un projet vraiment très global. En fait, vous avez pris plein de paramètres en compte. Selon vous, justement, quelle a été la plus grande difficulté technique que vous ayez rencontrée dans la mise en place de ce projet? Le colmatage. C'est de la filtration, donc la plus grande difficulté technique, c'est le colmatage. Après, on a eu la chance, Monsieur Monin, il a mis les moyens suffisants pour avancer de façon très méthodique. Donc on a d'abord fait des essais en laboratoire, puis on a fait des essais pilotes. Voilà, on était entouré de toute l'expertise nécessaire, donc il y a pu y avoir des blocages à un moment donné, puis on a réussi rapidement à les lever. Je parlais du colmatage de façon humoristique parce que quand on fait de la filtration, ça reste l'enjeu. Toutefois, il est d'un niveau suffisamment acceptable pour une transposition à l'échelle industrielle, donc on a pu continuer d'avancer. Donc techniquement, il n'y a pas eu de grandes difficultés, si ce n'est qu'on conçoit quelque chose de nouveau. C'est de l'innovation d'usage, donc il y a beaucoup de questions qui se posent dans comment on va laver l'installation, comment on va l'exploiter, est-ce qu'on l'exploite de façon traditionnelle, est-ce qu'il y a des choses un petit peu à inventer. Donc voilà, il a fallu réinventer certaines choses, aligner aussi nos pratiques avec Chemdoc, un traiteur d'eau, nous qui sommes agroalimentaires. Donc il a fallu aligner nos pratiques et s'enrichir s'enrichir mutuellement des compétences des uns et des autres. Voilà, plus là, le challenge. Est-ce que vous avez des chiffres au niveau justement de l'économie que ça a pu vous apporter, enfin au niveau peut-être de Alors,
L'investissement global pour Monin, le budget européen c'est 4 millions d'euros, mais en réalité l'investissement pour Monin c'est 4,5 millions, dont 2 millions qui font partie de ce budget européen. Donc il y a un fort taux de subvention, c'est très innovant, hein, donc on bénéficie d'1 800 000 € de subvention de la part de l'Europe et de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc ça fait un reste à charge pour Monin de 2,7 millions. Il n'y aura pas de retour sur investissement pertinent sur un projet comme celui-là. Ceci dit, est-ce qu'il y en a un quand on investit dans une station d'épuration? Par contre, si demain on évite une fermeture d'usine dans 10 ans parce qu'il manque 30% d'eau dans la nappe phréatique, je pense que le retour sur investissement il arrivera très très vite. Donc voilà, faut aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire sur des investissements productifs, je pense. Et ceci dit, on est resté quand même très focalisé sur les coûts, les OPEX, les coûts d'exploitation, et on peut déjà dire qu'on aura demain des coûts inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui en rejetant à l'égout. Inférieur de combien? Ça dépend encore d'un certain nombre d'incertitudes, comme la durée de vie des membranes par exemple, mais qui semble, toutes les tendances sont à l'optimisme. Donc dans le meilleur des cas, on produira de l'eau inférieure au coût de l'eau potable. Dans le pire des cas, on produira à des coûts de toute façon inférieurs à ceux qu'on a aujourd'hui, sachant que ce qu'on a aujourd'hui, c'est le coût d'achat plus le coût du rejet. On supprime le rejet, on supprime le coût du rejet. Très bien. Bon, je vais m'adresser maintenant à votre voisin, Monsieur Chen. Donc vous, effectivement, vous étiez intégrateur sur ce projet, LiveZeus. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous justement sur un peu les grands enjeux technologiques de ce projet, et en particulier aussi sur le niveau du coût, savoir comment maîtriser le coût de l'opération, le coût de fonctionnement. Bonjour à tous. Effectivement, la question que vous posez toutes et tous, et on nous la pose toute la journée, est-ce que ça coûte cher de recycler? Recycler, c'est cher. Les membranes, ça consomme de l'énergie. Et tout le monde veut savoir comment on se situe. Moi, je vais vous amener des éléments de réponse. Mais pour pouvoir amener des éléments de réponse à chacun, il faut que chacun fasse l'effort de savoir quel est son vrai prix de l'eau. Et c'est quelque chose qui est très faiblement diffusé dans l'industrie. En fait, beaucoup d'industriels ont fait l'effort, comme c'était dit par Isigny, de compter, mesurer, etc. Mais finalement, est-ce que vous connaissez votre vrai prix de l'eau? Parce que la question, elle est là. Et je vais faire une réponse quand on me dit quel est le vrai prix de l'eau et est-ce que recycler c'est cher? Ben, en fait, ça dépend clairement de combien vous payez l'eau au départ et d'où vous la prélevez. On peut penser qu'une usine qui prélève l'eau d'un forage, entre guillemets, gratuitement, et pour laquelle elle a un coût de pompage de l'énergie de 10 centimes, c'est son prix plancher de l'eau, mais à ce prix vient se rajouter le fait de traiter l'eau. Est-ce qu'il faut la déferriser? Est-ce qu'il faut la chlorer? Est-ce qu'il faut l'adoucir? Est-ce qu'il faut des traitements complémentaires liés à des polluants émergents, des nitrates, des pesticides, des PFAS? On voit aujourd'hui cette problématique venir et augmenter, c'est-à-dire la qualité d'eau de nos nappes phréatiques, elle est de plus en plus impactée par des polluants, ça c'est un premier point. Donc tout le coût des équipements de déminéralisation et purification d'eau, y compris leur impact en termes d'eau rejetée, comme vous le signaliez tout à l'heure à Isigny, par les systèmes d'osmose. Donc est-ce que vous avez des systèmes pertinents de production d'eau qui ne sont plus obsolètes? Quand on parle de rendement d'osmose à 70%, en 2025, on ne peut plus entendre ça comme étant la normalité. La normalité, c'est 90%. Donc ces questions-là, il faut se les poser. Et un point, je dirais, qui est majeur, alors on en avait déjà eu, nous, la connaissance avant, mais c'est vrai que dans le projet ZEUS chez Monin, avec l'aide de l'INSA, c'est vraiment le point sur lequel on a progressé, c'est la quantité d'énergie contenue dans l'eau. Pour nous, c'est vraiment le sujet où on avait largement sous-estimé ce qu'on pensait le résultat final. C'est considérable les quantités d'énergie qu'il y a dans l'eau, parce que l'eau, vous la chauffez, parce que vous la chauffez pour la laver, puis après, vous avez aussi des systèmes où vous la refroidissez. Et quand on parlait d'un gaz à 17 € le mégawatt, tout le monde s'en fichait. Quand il est passé à 200, et heureusement, il est revenu plutôt autour de 50 et de 100. Mais on est sur des montants de chaleur
contenus dans l'eau qui sont de 1 à 10 fois supérieurs au prix de l'eau d'achat d'eau. Et quand je parle d'achat d'eau, je ne parle pas d'un forage à 10 centimes, je parle d'une eau du réseau à 1,50 €. Donc la vraie question, pour savoir quel est le recyclage que l'on doit faire, c'est connaître son prix de l'eau et positionner le recyclage au bon endroit. Le bon endroit, il y a globalement plus de problématiques technologiques aujourd'hui dans le recyclage. Tout le monde sait faire une qualité d'eau équivalente à l'eau potable avec des systèmes membranaires et le faire de manière garantie, sans risque, distribuable, etc. Ça a un coût, mais c'est atteignable. La question, c'est quel est mon point de recyclage et est-ce que je le fais à un endroit où je récupère de l'énergie? Et nous, on conseille plutôt d'aller vers ces recyclages plutôt en boucle courte, mais ça peut aussi être de la boucle longue parce que chaque site a ses caractéristiques, hein, ça a été cité tout à l'heure, les sites récents, les sites anciens, est-ce que la station d'épuration elle est d'un côté, les tours aéros de l'autre, tout est au milieu, ça va coûter des millions dans des réseaux, et aussi la qualité que l'on doit faire qui reste importante. Donc en fait, les principaux critères à considérer, si j'ai bien compris, c'est vraiment l'énergie consommée en fait pour filtrer l'eau. Ça, c'est vraiment un des critères. Alors, il y a l'énergie consommée pour filtrer l'eau, mais surtout la chaleur fatale que l'on récupère dans l'eau. Deux exemples. Hein, si on pense à un recyclage de type Réhut, sortie station d'épuration, on récupère une eau qui est en moyenne à 28 degrés et qui vient en remplacement d'une eau de forage ou d'une eau de réseau qui est à 15. Donc dans chaque mètre cube, on récupère 15 degrés. Et 15 degrés, c'est autour d'1,20 €. Si vous recyclez l'eau qui vous sert à faire vos lavages, pour les sites qui ont un lavage avec un 8 de nuit, qui est une eau à 65 degrés, eh ben, on va récupérer, après le pincement d'un système de recyclage, on va récupérer pas loin de 45 degrés. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec le groupe EDF pour faire un certificat d'économie d'énergie applicable au recyclage de l'eau, parce que les montants sont considérables. Donc, encore une fois, c'est un point d'importance qui n'a pas été souvent considéré et que nous-mêmes, nous avons découvert, dont nous avons découvert l'ampleur sur le projet ZEUS chez Monin grâce au travail de l'INSA. Si on peut... Donc c'est cette réflexion-là, bien évidemment, je ne peux que renfoncer le clou sur ce qui a été dit. Économiser l'eau d'abord, travailler là où c'est facile, régler des osmoseurs, concentrer, des adoucisseurs. C'est très simple à faire, ça coûte moins cher que recycler. Il faut en passer par là. Après, parfois, ça ne suffit pas. Et il faut faire un peu plus parce qu'on a un arrêté sécheresse, parce qu'on a un groupe qui veut 30% d'économie d'eau et qu'il faut aller au recyclage. Et après, il faut effectivement, si on veut éviter les risques de colmatage, parce qu'avec les équipements de filtration, le risque c'est le colmatage, et quand on colmate, on doit rincer. Et quand on rince, c'est du temps de filtration et de recyclage qu'on perd et qui en plus consomme de l'eau. Donc dans nos métiers, on cherche surtout à ne pas colmater et à trouver les technologies qui ne colmatent pas, et on doit les valider. Alors on fait des prévalidations, nous, dans une méthodologie de recyclage sur la base d'abord d'analyse, puis d'échantillons en phase laboratoire, où on va aller ces pilotes de manière à pouvoir présenter des coûts d'exploitation. Très bien. Et au niveau des technologies, est-ce que vous pouvez juste revenir sur les technologies, les principales technologies abordées? Alors, globalement, dans le recyclage du projet ZEUS, donc qui, comme vous l'avez compris, ce n'est pas qu'un projet de recyclage, c'est recyclage et valorisation. Donc on a plusieurs étages, on a de la microfiltration céramique pour éviter le colmatage sur de la nanofiltration, puis de l'osmose inverse. On est dans un procédé un peu spécial parce qu'on cherchait
à concentrer du sucre pour lui donner un pouvoir de méthanisation, ce qui est la difficulté supplémentaire de ce projet. Sinon, quand on regarde des projets que je vais évoquer juste après, sur les REX qu'on a et sur les projets qu'on mène actuellement, notamment en agroalimentaire, on est plutôt avec des technologies ultrafiltration couplées à de l'osmose inverse, destinées à enlever les MES plus les bactéries, et ensuite affiner ça sur une phase d'osmose pour avoir une eau qui va se rapprocher soit des caractéristiques bactériologiques de l'eau potable, soit des caractéristiques bactériologiques et physico-chimiques de l'eau potable pour les usages dits avec contact alimentaire. Aujourd'hui, la question que les sites doivent se poser, c'est est-ce qu'il faut que je fasse une sous-qualité en me disant que ça va coûter moins cher et que ça sera peut-être mieux, mais j'ai le risque, c'est de devoir mettre 2 réseaux plus des stockages, ou est-ce que je suis dans un cas favorable où je ne me pose même plus la question et je remplace mon eau de ville? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser à chaque site en fonction des complexités, du coût de l'énergie, des besoins. Donc vraiment, cette étape, elle est fondamentale. Et ça, c'est vous qui connaissez vos sites et qui devez la mener. Ce n'est plus un problème de technologie, ni même de coût. Ludovic le disait, l'eau qui va être produite chez Monin après un process très complexe, puisqu'on valorise aussi, elle a un coût de revient qui est inférieur à l'eau du réseau ou qui se rapproche. Donc on voit bien qu'on est dans un mode où tout le monde l'a bien compris. L'eau, elle ne va pas rester à 1,50 € le mètre cube, parce que c'est un faux prix qui ne prend pas en compte l'amortissement des réseaux. Quand on fait du recyclage, on fait, pardonnez-moi pour cette, c'est peut-être un peu éloigné, mais quand on recycle, on fait exactement comme un pays comme l'Inde et passer au GSM sans passer par le téléphone fixe. Ils n'ont pas investi dans les réseaux, ils sont allés direct aux bornes. Avec le recyclage, c'est pareil. On n'aura pas les réseaux à entretenir ni à payer. Et ce différentiel aujourd'hui dans le prix de l'eau en France, c'est ce que tout le monde dit. Il n'est pas le vrai prix de l'eau, c'est pas 1,50 €. C'est pas du tout ce prix-là. Donc, si on recycle déjà aujourd'hui, si on peut aller sur la dernière slide, aujourd'hui, nous, les coûts constatés du recyclage, c'est entre 20 centimes d'euros et 2,2 € le mètre cube recyclé. Donc 20 centimes d'euros, c'est pour des eaux destinées à faire des premiers nettoyages ou des rinçages simples qui sont sans contact. Et 2,20 €, c'est pour des projets très complexes où on doit atteindre des qualités d'eau avec 3 étapes de traitement pour aller vers quelque chose qui ressemble à de l'eau destinée à la consommation humaine. Ça, c'est nos prix constatés, non pas que dans les projets agroalimentaires, mais pour l'ensemble de l'industrie dans lequel on intervient dans des projets recyclage, que ce soit pour la cosmétique, que ce soit pour la chimie, que ce soit pour la papeterie. Donc aujourd'hui, on sait faire de l'eau dont le coût d'exploitation est inférieur ou égal ou légèrement supérieur au prix de l'eau du réseau. La question de l'investissement est une autre question. C'est pour ça qu'on doit, nous, aider nos clients et les maîtres d'ouvrage à, d'une part, obtenir des aides et des subventions lorsqu'il y en a, et en trouver des complémentaires, notamment via les certificats d'économie d'énergie, lorsque l'on va récupérer de la chaleur fatale. Mais c'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, on le voit, on voit des projets chez les industriels de recyclage de quelques mètres cubeurs qui sont des projets très complexes à faire et où pourtant il y a des nécessités pour les industriels de le faire, parce que sinon ils peuvent se retrouver dans une situation délicate parce qu'ils sont dans un département où on peut leur demander 30% de réduction d'eau et qui n'ont pas la chance comme vous, en plus où vous avez fait l'effort alors que vous êtes un site de première transformation. Donc vous faites partie des sites à qui on ne peut pas imposer, ces restrictions-là ne pourront être imposées, si je ne me trompe pas. Voilà. Je me permets juste de rebondir sur ce que vous avez dit. Là où c'est vrai, si je prends l'exemple de nous, les ECML qu'on produit, les ECML, les sortes des tours, elles sont à 60 degrés. Donc c'est vrai qu'on essaye toujours de coupler les projets de décarbonation avec les projets d'économie d'eau. Et c'est là aussi on arrive à faire entre guillemets le double projet sur ce qu'on nous demande et qu'on peut aussi trouver des aides par moment. Très bien, je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour nos intervenants ? Non ? Pas de questions ?
Alors, il y a eu effectivement plusieurs technologies qui ont été testées au stade de pilotage, parce qu'on s'était fixé comme objectif d'avoir une technologie qui consommerait le moins d'énergie. Donc on voulait éviter le tangentiel et essayer de passer en frontal, notamment pour la phase de pré-traitement, qui a finalement été faite par microfiltration tangentielle, avec des consommations d'énergie qui sont ce qu'elles sont. Peut-être tu pourras en dire un mot, Ludovic. Mais effectivement, l'enjeu du traitement membranaire, c'est le pré-traitement. Une fois qu'on arrive à avoir quelque chose qui a passé cette étape, sur les osmoses, on dit que ça tire droit et après ça produit l'eau. Donc effectivement, on a testé plusieurs technologies, même en taille de micron. On a testé de l'UF à 0,01 micron, de l'AMF à 0,25 à 4. Ça, c'était vraiment lié à la complexité de l'effluent, puisqu'on était dans un effluent brut et pas dans quelque chose qui est issu d'une digestion d'une station d'épuration biologique, où là, on est in fine dans des choses beaucoup plus simples à faire lorsqu'on vient recycler derrière une step bio, voire un BRM. L'autre levier, c'est dans le design de l'installation. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a un petit peu surdimensionné la capacité de traitement de la microfiltration. Donc elle est surcapacitaire par rapport au débit produit par l'usine, ce qui fait qu'elle s'arrête régulièrement. Et on profite de ces phases d'arrêt pour faire des décolmatages chimiques des membranes, avec de la chimie qu'on récupère systématiquement. Donc ça, on a pu le voir en phase d'essai pilote, on a pu voir ce qui était efficace, on a pu voir les phases de filtration maximale qu'on pouvait faire, combien d'heures, combien de volume par mètre carré de membrane en quelque sorte. Et donc après, on a redimensionné l'installation. Donc à chaque fois qu'elle s'arrête, les membranes sont décolmatées, ce qui permet de maintenir des perméabilités, d'ailleurs même supérieures que ce qu'on avait obtenu en phase d'essai pilote. Donc on a des résultats un peu meilleurs qu'attendus. Bon, peut-être aussi parce qu'on a été prudent, mais voilà comment on s'en sort. Après, le colmatage, il existe, il est inhérent à tout système de filtration. Il était un peu inattendu par rapport aux caractéristiques physico-chimiques de nos effluents, il n'y a pas de turbidité, il n'y a pas de MES, c'est le sucre qui est colmatant, c'est comme ça. Les gens qui ont des effluents sucrés, qui ont fait des essais de filtration, ils identifient tous la même chose. Donc voilà, et c'est ces phases d'essai en amont qui nous ont permis de savoir un peu à quoi s'attendre et de designer en conséquence. Une autre question ? Oui, bonjour, donc Patrice Hervé, Nalco France, donc groupe Ecolab. J'ai une petite question annexe, parce qu'on parle de plus en plus de réutilisation d'eau usée traitée, donc ce qui est très bien, ça va se développer techniquement, économiquement, je pense que c'est jouable. Est-ce que vous avez évalué aussi l'impact sur vos clients finaux ? Est-ce que l'acceptabilité d'avoir de la réutilisation de l'eau usée traitée au lieu d'une eau potable, donc est-ce que vos clients l'acceptent ? C'était intéressant parce qu'en Belgique, ils ont mis ça en avant même vis-à-vis d'une bière, en disant qu'elle était faite avec de l'eau usée traitée. Donc je suis intéressé de savoir si vous avez fait aussi une étude au niveau de vos clients finaux. Les Suédois l'ont fait aussi il y a longtemps, en 2018. Ouais. Alors, les clients finaux, je ne sais pas trop, j'ai assez peu de contacts avec eux. Donc, Mona, on exporte dans 150 pays, enfin partout dans le monde finalement. Donc, on a beaucoup d'importateurs qui viennent nous rendre visite. Ils sont ravis. Et c'est un projet qui est énormément mis en avant dans le groupe, y compris auprès des commerciaux. Donc, je pense on vend notre moindre impact sur l'environnement. Maintenant, ça dépend comment on le dit. Si on dit on fait de la réutilisation d'eau usée traitée, effectivement, comme ça, la connotation, elle est un petit peu... voilà, celui qui ne connaît pas, il a vite fait de penser qu'on met l'eau des toilettes dans les bouteilles. Pas aussi directement, mais quand même. Non, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de nos eaux usées, on produit une eau apte au contact alimentaire et qu'on ne la met pas dans la bouteille. Et là, déjà... ça paraît vachement plus acceptable. Mais effectivement, on s'est posé la question au tout début du projet. Ceci dit, à partir du moment où le grand public y connaît des sécheresses, il est tout de suite plus ouvert à ce qu'on apporte des solutions. Oui, Clotilde, oui. En attendant que vous allumiez votre micro, je donne un petit élément complémentaire. Veolia, leader mondial de l'eau, a fait faire une étude il y a... quelques 24 mois, justement, auprès des Français pour leur demander ce qu'ils pensaient du reuse. Moi, il y a plusieurs pages d'études. Moi, il y a deux choses que j'ai retenues. 70% des Français pensent que les stations d'épuration servent à recycler l'eau pour la remettre dans l'eau potable. Premier point.
et la plupart sont favorables au recyclage. Voilà. Et peut-être aussi pour compléter, c'est que aujourd'hui la réglementation, de toute façon en France, ne va pas n'ouvre pas la voie à utiliser comme ingrédient une eau usée traitée de station d'épuration. Donc on n'est pas encore au niveau de la Finlande ou de la Belgique. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de stations de production d'eau potable qui ne sont pas forcément très loin en aval d'un rejet de station d'épuration, hein, dans la vraie vie de comment se passe le cycle de l'eau. Et donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissance du grand public sur ce sujet, sur comment ça fonctionne. Mais là, l'enjeu, c'est... Enfin, il ne faut pas non plus jouer à se faire peur. On y va étape par étape et aujourd'hui, on n'en est pas du tout à vouloir utiliser comme ingrédient une eau usée traitée de station d'épuration. Dans notre cas, et par rapport à ce que Clotilde nous a expliqué, c'est notre processus recyclé. C'est-à-dire que même si on est sorti d'usine, c'est de l'eau qui n'a servi uniquement au lavage de nos stations, aux pousses et à la partie process. Il y a, à partir du moment où elle n'est pas passée dans un traitement biologique et où qu'il n'y a pas de mélange avec des effluents domestiques ou de l'eau de pluie, ça reste une autre processus recyclé, ce qu'on fait. Donc là aussi, en termes d'acceptabilité, on pourrait aller jusqu'à l'eau ingrédient chez Mona, on n'a pas besoin de le faire. D'un point de vue quantitatif, c'est pas utile, donc on ne va pas aller jusque-là, mais donc partant de là, c'est très facilement accepté. Il suffit de dire qu'on pourrait aller jusque-là, mais que finalement on n'y va pas et on s'arrête à l'étape d'avant et ça passe. Y a-t-il encore une question? Peut-être une dernière question? Non, pas de question. Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde et merci à nos intervenants. Merci beaucoup.